Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau chapitre, le chapitre équilibre acide-base. Vu la situation, nous traiterons ce chapitre par vidéos successives. Vous n'aurez pas de support de cours. Je vous invite donc à prendre des notes de temps en temps sur les points essentiels que je vais signaler pour que vous ayez un support de tout ce qui sera discuté à travers ces vidéos. On débute par un rappel de la notion acide et de la notion de base, des choses que l'on a vues dans le cours de discipline fondamentale. Donc, nous allons considérer qu'un acide est une espèce chimique capable de donner un H+ à une autre espèce chimique et qu'une base est une espèce qui est capable d'accepter un H+ provenant d'une autre espèce chimique. C'est ce qu'on appelle la théorie de Brønsted-Lowry. Toujours selon cette même théorie, on sait que certains acides vont réagir complètement avec la base, ou certaines bases vont réagir complètement avec l'acide, ou alors mener à des situations où coexistent l'espèce qui est présente parmi les réactifs et l'espèce parmi les produits, ce qu'on appelle un équilibre. Donc on va différencier ce que sont les acides forts des acides faibles et les bases fortes des bases faibles. Par un exemple d'un acide fort. Typiquement, l'acide chlorhydrique est un acide fort. Il s'agit de HCl. Et considérons sa réaction avec l'eau. HCl va réagir avec l'eau pour donner H3O+ et Cl-. Donc cette réaction est complète. C'est pour ça qu'on dit que c'est un acide fort. C'est un acide qui va réagir sans laisser de molécules HCl derrière parmi les réactifs. Deuxième exemple, B, l'acide acétique. Il s'agit de CH3COOH. Pour rappel, c'est l'acide que l'on trouve dans le vinaigre. C'est un acide faible. Donc si on étudie sa réaction avec l'eau, CH3COOH plus H2O va mener à un équilibre. Les produits sont CH3CO-, le ion acétate, et H3O+, le ion oxonium. Il s'agit donc d'un équilibre. S'il s'agit d'un équilibre, ça signifie que l'on peut en écrire sa constante, ce qu'on appelle la loi d'action de masse. Donc on peut poser que K est égal à concentration de CH3COO- fois concentration de H3O+, et ceci va être divisé par la concentration de CH3COOH. L'eau n'intervient pas puisque c'est une espèce pure, un liquide pur, et on sait que les espèces pures ont leur concentration qui n'interviennent pas dans les constantes d'équilibre. Cette constante s'appelle la constante d'acidité, on le présente par un A. Si Ka est plus grand que 1, on dit que l'acide est faible. Et la même démarche avec les bases. Prenons le cas d'une base forte, l'anion hydrure. H- est une base forte, donc H- placé dans l'eau va réagir avec l'eau pour former une molécule d'hydrogène et OH-. C'est donc une base forte parce que la réaction n'est pas un équilibre. Toute la quantité présente de H- au début de la réaction va être transformée. Puis D, l'ammoniac comme exemple pour un exemple de base faible, NH3. Donc NH3 placé dans l'eau va faire une réaction de transfert de protons, mais qui ne sera pas complète. Elle mène à un équilibre. NH4+, la base conjuguée, l'acide conjugué de NH3 et OH-. À nouveau, on peut écrire la constante d'équilibre. On parle de Kb, qui est égal à la concentration du ion ammonium NH4+, fois concentration du ion hydroxyde OH- divisé par la concentration de l'ammoniac NH3. Si Kb est plus grand que 1, alors on parle d'une base faible. On rajoute à ce rappel le fait qu'il existe des acides monoprotiques, HCl, HF, HNO3. Ce sont des acides qui sont capables de transférer un H+ à leur partenaire de réaction. Mais il existe aussi des acides polyprotiques, H2SO4,
H3PO4, ainsi de suite. Donc des molécules ou des espèces chimiques capables de transférer plus que un H+, à la base avec laquelle elles entrent en réaction de transfert de protons. Idem pour les bases, il existe des monobases et des polybases. Nous venons de voir que des acides peuvent réagir avec l'eau, des bases peuvent réagir avec l'eau. Donc l'eau peut fondamentalement jouer le rôle de donneur de protons lorsque l'eau réagit avec une base ou d'accepteur de protons lorsque l'eau réagit avec un acide. Ça veut dire que l'eau peut jouer à tour de rôle l'acide ou la base. Il en découle une notion qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, puisque l'eau peut être un acide et une base. A priori, l'eau peut réagir avec elle-même, menant à un équilibre que voici. Cet équilibre, c'est celui de l'autoprotolyse de l'eau. Donc H2O peut réagir avec H2O pour mener à H3O+, et OH-. À nouveau, puisqu'on parle d'un équilibre, on doit pouvoir poser une équation qui est relative à la loi d'action de masse, la constante d'équilibre que l'on nomme KE ici, qui est égale à concentration de H3O+, fois concentration de OH-. Il n'y a rien au dénominateur puisqu'en bas nous avons que l'eau. Ça s'appelle aussi le produit ionique de l'eau. Ce fait a été mis en évidence par le physicien allemand Friedrich Kohlrausch. Dans ses études sur la conductivité électrique des solutions, il trouvera en effet que l'eau, même purifiée avec une extrême minutie, conduisait toujours un peu d'électricité. Ceci est dû à la présence des ions H3+ et OH-, qu'on appelle également des électrolytes. Donc pour mémoire, un électrolyte, c'est une espèce chimique qui rend l'eau conductrice d'électricité. Autrement dit, on n'arrive jamais à rendre l'eau complètement non conductrice d'électricité, puisqu'en réagissant avec elle-même, elle génère une petite quantité de ions H3+ et OH-. L'expérience montre que à 25 degrés, on a KE qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc ces deux équations sont nouvelles. Je pense qu'il faut les noter, tout comme on a vu les équations de Ka et de Kb qui sont des notions importantes. Notez que Ke varie avec la température, c'est pour cette raison que j'ai précisé que 10 puissance moins 14 était la valeur de Ke à 25 degrés. Vous voyez maintenant apparaître le tableau de variation de Ke en fonction de la température. On considérera toujours que Ke vaut 10 puissance moins 14 dans les différents calculs que l'on va faire. Il faut aussi préciser que si on ajoute un acide à une solution aqueuse, la quantité de H3O+ va augmenter, mais pourtant la variation de Ke ne va pas se faire, donc la concentration de OH- va s'adapter pour que concentration de H3O+ fois concentration de OH- reste égale à 10 puissance moins 14. Si ce n'est pas clair, voyons ceci sous forme d'un exemple. Imaginons qu'on ait préparé une solution d'acide chlorhydrique 1 mol par litre. Ça veut dire qu'on aura du HCl avec une concentration initiale de 1 mol par litre. Donc si on fait un tableau d'évolution, imaginons qu'on ait HCl plus H2O qui donne Cl- plus H3O+. Oups là. Autant T0, on a donc C0 exprimé en mol par litre. Donc on aura ici 1. Là, on ne va pas mettre de données. Ici, on aura 0. Et autant T0, on aura 10 puissance moins 7. D'où vient ce 10 puissance moins 7 ? C'est la racine carrée de 10 puissance moins 14. Puisqu'on sait que concentration de H3O+ fois concentration de OH- dans l'eau pure vaut 10 puissance moins 14. Mais si on est dans l'eau pure, ça veut dire qu'il y a autant de H3O+ que de OH-. Donc on peut considérer que la concentration de H3O+, c'est racine carrée de 10 puissance moins 14, qui veut dire 10 puissance moins 7. Si maintenant on considère la situation de la concentration à l'infini, toujours en mol par litre, ici on n'aura plus rien, tout le HCl a réagi, l'eau ne nous intéresse toujours pas. Cl-, on aura 1 mol par litre. Et ici, on aura 1 plus quelque chose. Ce quelque chose, on ne sait pas combien c'est, puisque
la quantité de H3O+ qui provient de l'autoprotolyse de l'eau va être influencée par la quantité de H3O+ qui provient de la protolyse de HCl avec l'eau. Toutefois, on sait que ce sera moins de 10 puissance moins 7 et on ne va pas considérer que cette quantité est importante, donc on va la négliger. Ainsi, si on fait le calcul de KE, qui est égal à concentration de OH- fois concentration de H3O+, on sait que c'est égal à 10 puissance moins 14. On va poser que c'est égal à X, que l'on ne connaît pas, fois 1, qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc du coup, X est égal à 10 puissance moins 14 divisé par 1, qui est égal à la concentration de OH-. Donc on voit que la concentration de OH- maintenant est égale à 10 puissance moins 14 moles par litre, alors qu'elle était de 10 puissance moins 7 avant que l'on ajoute H3O+, ou plutôt que l'on ajoute HCl. Un second exemple, peut-être, imaginons que l'on prépare une solution de NaOH, C0 de NaOH est égal à 0,12 moles par litre. Alors NaOH, c'est quoi? C'est un composé ionique, il va donc se dissoudre. On pose NaOH solide qui entre en contact avec l'eau, va se dissocier pour libérer le cation et l'anion, Na+, et OH-. Ça veut dire qu'une fois dissous, la concentration de OH- ce sera égal à 0,12 moles par litre, auquel on devrait ajouter OH- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau. Mais on va le négliger pour les raisons qu'on a vues avant. Il est au maximum de 10-7 dans l'eau pure. Si on ajoute OH- dans de l'eau, ça veut dire qu'on va influencer l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Si on influence un équilibre, on se rappelle que l'équilibre va réagir de manière à minimiser la perturbation. Donc si on a ajouté OH-, l'équilibre va se déplacer vers la gauche. Donc la quantité de OH- qui proviendra de l'autoprotolyse de l'eau sera beaucoup plus petite que 10-7. Si on le compare à 0,12, on constate que c'est négligeable. Par contre, on peut chercher maintenant la concentration de H3O+, en partant du produit ionique de l'eau. On sait que concentration de H3O+, fois concentration de OH-, ça vaut 10 puissance moins 14. Donc on pose maintenant H3O+ est égal à 10 puissance moins 14 divisé par la concentration de OH-. Ça veut dire que si on est maintenant en valeur numérique, on aura 10 puissance moins 14 divisé par 0,12. On obtient donc que la concentration de H3O+ est égale à 8,3 périodique fois 10 puissance moins 14 moles par litre. C'est donc la concentration de H3O+ dans une solution qui contient 0,12 moles par litre d'hydroxyde de sodium. Voilà, je termine ici. Je vous invite à faire les exercices qui apparaissent ici maintenant. Nous les corrigerons en début de la capsule de la semaine prochaine. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, si la vidéo ne vous convient pas, si le rythme ne vous convient pas, si vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, s'il vous plaît, prenez le téléphone, envoyez-moi un mail, mettez-moi un message sur Teams, mettez-moi un message sur WhatsApp, communiquez, n'attendez pas d'être bloqué pour réagir. Je vous souhaite le meilleur, à tout bientôt.